Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Jean-Jacques Latour. Bonjour monsieur, vous êtes responsable de l'expertise en cybersécurité du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Et avec vous, je voulais qu'on parle de ce qu'on appelle le phishing, ou toutes ces escroqueries sur Internet. Alors escroquerie, c'est peut-être un petit peu léger par rapport à la malignité, je ne sais pas si on dit malignité, à l'ingéniosité de tous ces escrocs. Vous avez peut-être, vous, reçu... Alors, nous, on en est victime. C'est un peu voyant sur notre groupe Facebook où nous avons des marabouts qui sont là, mais qui nous proposent donc des services pour plein de choses. Mais plus récemment, beaucoup d'entre nous ont reçu dans leur boîte mail un mail qui semblait issu du gouvernement, information importante concernant votre compte, et qui nous disait qu'on devait se présenter à la gendarmerie pour avoir consulté des sites de cyberpornographie. Ce mail-là en particulier, puis après on va parler un peu plus généralement du phishing, mais ce mail-là, il a été reçu par des millions de gens qui ont cliqué sur le lien. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Bonjour Valérie Expert. Bonjour. Oui, effectivement, ce type de message d'hameçonnage, puisqu'en fait, en français, le phishing, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Ça a été effectivement le hit, si on peut le dire, de l'année 2021. Ouais. Où effectivement des millions de Français ont reçu ce type de message qui semblait émaner de la police, de la gendarmerie, d'Europol, d'Interpol, leur reprochant des faits de pédophilie ou de pédopornographie et les menaçant de poursuite ou d'être fichés comme délinquants sexuels pédophiles s'ils ne payaient pas une forte amende qui était de l'ordre de 4 à 7 000 euros en fonction des cas qu'on a pu observer aujourd'hui. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir, entre guillemets. Alors nous, on voit effectivement passer beaucoup de gens qui sont en fait effrayés, un peu en panique, surtout par le mode de saisine, qui est un mode dématérialisé. Donc les gens reçoivent un mail, ils comprennent pas, ils peuvent pas s'expliquer, etc. Et on leur dit que leur nom va être cité dans les médias, etc. Et il faut bien comprendre les conséquences que peuvent avoir ce genre d'accusation pour une personne. Donc elles n'ont pas forcément toujours des choses à se reprocher. Nous, on voit parfois des personnes âgées qui disent mais je ne comprends pas, etc. Ouais. Et qui ont payé parce que c'est relativement bien fait. Il y a force logo officiel, tampon, nom de grands policiers ou procureurs de la République réels. Je dirais qui sont effectivement mentionnés là-dedans, ce qui fait que si les gens font une recherche sur Internet, elles vont retrouver ces noms-là en se disant bah oui, ces personnes existent vraiment, et donc ça les fait vraiment paniquer, quoi. C'est comme les mails avec votre compte bancaire qui dit faut renouveler votre numéro de carte bleue, ou votre carte bleue on vous l'a changé, et là les gens vont sur un site qui ressemble au site de la BNP ou autre, et ils mettent leurs coordonnées bancaires. C'est tout le principe en fait de ces messages d'hameçonnage ou de phishing. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que c'est. En fait, le phishing, c'est un message, la plupart du temps. C'est aller à la pêche. C'est aller à la pêche, c'est envoyer un message à quelqu'un. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un SMS. C'est parfois aussi par le biais d'appels téléphoniques. Ouais. C'est le procédé elle-même, où les escrocs vont se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour soit effrayer la victime, soit la pâter avec une promotion, un gain, un remboursement, etc. Pour essayer d'obtenir de sa part qu'elle réalise une action. C'est-à-dire soit donner des informations personnelles, soit donner son numéro de carte bancaire, soit, je dirais, effectuer un paiement directement, ou donner même son mot de passe d'accès à un compte. Donc en fait, l'hameçonnage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une attaque en soi, en fait, c'est surtout un vecteur d'attaque. L'hameçonnage va permettre de commettre derrière un certain nombre d'infractions qui peuvent aller de l'usurpation d'identité au débit bancaire frauduleux, je dirais, en passant par du piratage de comptes mail ou de réseaux sociaux, etc. Donc il peut y avoir des conséquences multiples au hameçonnage, et on a tendance, nous, à appeler ça la mère de toutes les attaques. C'est le principal vecteur d'attaque. Alors oui, moi j'ai reçu au moment des fêtes des SMS semblant venir de la poste, me disant votre colis est arrivé. Il y a un niveau de perfectionnement. Moi j'ai été interpellée par un article qui est paru dans le Figaro, dans lequel vous vous exprimiez. La menace atteint un niveau quasi parfait. Vous disiez que vous-même, spécialiste, vous pourriez vous laisser prendre aussi. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les utilisateurs d'arriver à reconnaître un hameçonnage, même pour un œil
aguerri. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hameçonnage, historiquement, c'était quelqu'un qui, un jeune étudiant un peu hacker, qui faisait ça dans sa cave, c'était truffé de fautes d'orthographe, c'était mal fait, etc. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème criminel qui s'est développé sur l'Internet parallèle, ce qu'on appelle le Darknet, où effectivement, il y a des gens qui conçoivent des messages de phishing type, qui les améliore progressivement, c'est-à-dire dès qu'ils trouvent une faute d'orthographe, ils la corrigent, à la version d'après, il n'y en a plus, et c'est de plus en plus sophistiqué, et ils vont vendre en fait des kits prêts à l'emploi à des petits cyberdélinquants qui, eux, vont les mettre en œuvre. En fait, finalement, c'est tout un écosystème, c'est un fonctionnement un peu en mode de cartel. Il y a ceux qui conçoivent les phishing, il y a ceux qui les commercialisent, il y a ceux qui les utilisent pour collecter de la donnée, par exemple des numéros de carte bancaire, et puis après, il y a ceux qui vont utiliser les numéros de carte bancaire pour vous débiter les choses. Et tout le monde se vend des choses, en fait. C'est vraiment tout un écosystème financier, cybercriminel. Et qui sont-ils ? Qui est derrière ça ? Alors, en fait, le phénomène est planétaire. Vous le savez, oui. Le phénomène est planétaire, je dirais. Il peut aussi bien y avoir des gens qui conçoivent, c'est-à-dire les plus sophistiqués, ceux qui sont un peu en haut de la pyramide. Russes, souvent. Il y en a partout, il y a même des Français. Je dirais, il ne faut pas croire que la menace ne vient que d'ailleurs, etc. Donc, ce que l'on peut voir d'ailleurs, et ce qui est assez parlant sur notre domaine de compétences, la France, c'est qu'on a affaire à des messages en français, faits par des Français, des francophones, pour des Français. Donc, quand vous avez des hameçonnages aux impôts, à Amélie, etc., il est clair que le message envoyé en France ne va pas fonctionner de la même manière en Belgique, puisque c'est pas les mêmes logos, c'est pas la même démarche, c'est pas les mêmes procédures. Donc tout ça est vraiment très très concentré. Donc on va surtout avoir accès à des francophones ou des Français qui sont derrière la mise en œuvre de ce genre de choses. Et après, Valérie, ce qui est très compliqué, parce que j'en parlais avec ma banque, c'est que comme ils utilisent par exemple votre histoire de vous avez un colis et vous cliquez parce que du tiens, c'est bizarre, j'ai pas de colis. Et en fait, ça met un petit logiciel dans votre ordinateur, dans votre téléphone, pour aller chercher vos mots de passe. Et ils peuvent avoir accès à votre compte bancaire et avec votre mot de passe. Mais comme le virement se fait avec votre mot de passe, pour la banque, il n'y a pas eu d'escroquerie. Et donc, c'est très compliqué à se faire rembourser. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait avec les mots de passe. Les banques ont tendance à dire qu'il faut être vigilant. Donc, il y a eu des cas, effectivement, de banques qui sont allées jusqu'en justice contre des gens qui demandaient des remboursements de débits bancaires frauduleux, où la bonne foi des victimes était mise en cause, et les banques ont gagné, d'ailleurs. Oui, les banques gagnent souvent. Les banques ont gagné, parce que, effectivement, c'était un mail truffé de fautes d'orthographe, l'émetteur ne ressemblait à rien, etc. Sauf que là, c'est différent. On voit ça, évidemment, on a beaucoup d'auditeurs. J'ai reçu un mail, mais j'ai appelé directement la gendarmerie à côté de chez moi. On m'a conseillé de faire une déclaration sur le site Faro. Vous allez nous dire ce qu'on peut faire. Julien Didier, mon père de 70 ans, a reçu ce type de mail issu du gouvernement. Heureusement, on avait balisé les choses en lui disant qu'il fallait absolument nous contacter immédiatement, ne pas cliquer. Jacques nous dit, je viens d'en recevoir un comme quoi j'ai un message vocal sur un site au sujet d'un rendez-vous vendredi. Heureusement, j'ai pas de rendez-vous, sinon je me serais fait avoir. Qu'est-ce qu'on fait quel conseil vous pouvez nous donner? Alors, je dis nous donner parce qu'on est tous concernés. Comme je disais tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile à identifier. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut que les gens partent du principe que Internet, c'est un monde formidable. Les médias et le numérique, c'est quelque chose de formidable. Et on l'a bien vécu pendant la crise sanitaire. Heureusement que le numérique était là. Mais il y a eu un effet pervers, c'est-à-dire il y a des escrocs qui s'engouffrent dans la brèche et qui vont essayer d'en profiter. Donc il faut se renseigner. Je veux dire, et une bonne manière de se renseigner, c'est de venir sur le site cybermalveillance.gouv.fr. On a consacré d'ailleurs cette année un dossier complet sur le phishing, ses différentes formes, qu'il s'agisse du phishing aux impôts, au remboursement de la sécurité sociale, à la livraison de colis, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais également les hameçonnages bancaires, comme vous l'évoquiez, qui ont également beaucoup frappé durant l'année 2021, aux escroqueries à la brigade de protection des mineurs, c'est-à-dire tous ces messages de police, etc. On a fait un dossier complet dès fin 2020 là-dessus. Donc en fait, ça permet aux gens de se dire, il y a peut-être effectivement un loup. Et puis, la deuxième chose, c'est face à un message inattendu, alarmiste, etc., faut toujours se méfier. Il ne faut pas hésiter à contacter l'organisme en question, et la réaction de votre auditeur était très pertinente, qui est de dire, j'ai reçu un mail de la gendarmerie, j'appelle la gendarmerie, c'est quoi cette histoire, j'ai rien à me reprocher, et là tout de suite on va vous dire, non. Sauf qu'ils savent que, en particulier sur la pédocriminalité, c'est très particulier, mais dire vous avez consulté un site pornographique, il y a beaucoup, on sait quand on sait que c'est ce qui est le plus consulté sur Internet. C'est pas un crime. C'est pas un crime. Mais
mais on peut imaginer qu'on va toucher une corde sensible. Pas envie que votre femme voilà, sache, ça. que votre femme, ou votre entourage. Surtout si c'est faux. Oui, surtout. Oui, mais si c'est vrai. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Alors, si c'est vrai, potentiellement oui. Je veux dire, nous, on a eu des interrogations, effectivement, de nos utilisateurs qui nous disent, mais sur un site pornographique, comment je fais pour savoir si les jeunes femmes sont majeures ou mineures ? Parce que c'est pas toujours très évident à déterminer. Et donc, quelque part, il peut y avoir un doute. Donc, lorsque l'on consulte, mais quand bien même on n'est même pas consulté des sites pornographiques, je dirais, se faire montrer du doigt, comme on l'évoquait, je dirais, pour ce genre de fait, c'est quelque chose qui peut être catastrophique pour sa vie sociale, quoi. Et quel est le rôle? Parce que moi, je connaissais pas du tout ce site cyber. Donc, je le répète, cybermalveillance.gouv.fr. C'est quoi? À quoi ça sert? Alors, cybermalveillance.gouv.fr, c'est la réponse voulue par l'État pour apporter une action de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Alors la cybermalveillance, c'est quoi? C'est tout type d'infractions qui peuvent être commises par des moyens numériques. Alors contre les moyens numériques ou au travers des moyens numériques. Et l'hameçonnage en est un parfait exemple. Donc en fait, on développe ça au travers d'une plateforme où on va dispenser un certain nombre d'actions de sensibilisation. On fait également un certain nombre de campagnes d'information, que ce soit dans les médias ou autres. Et puis derrière, les gens peuvent venir sur notre plateforme, consulter les articles que l'on produit, décrire leurs problèmes quand ils savent pas le verbaliser. On va les aider à décrire leurs problèmes pour ensuite amener un diagnostic où on leur dit, ben voilà, par rapport à ce qui vous arrive, tel type de message de phishing par exemple, voilà ce qu'il faut faire, voilà qu'il faut signaler, voilà comment déposer plainte, voilà qui peut vous aider pour le dépôt de plainte. Et on propose même aux gens, quand ils se sont fait pirater par exemple, d'être mis en relation avec un réseau de 1200 prestataires que l'on a référencés sur le territoire national et qui sont susceptibles d'intervenir en proximité pour venir réparer. Parce qu'effectivement, quand on vous dit, voilà, il y a telle action technique à faire sur certains piratages, bah, vous savez pas forcément les faire. Et vous avez besoin de quelqu'un. Bah, nous, on référence des gens qui sont susceptibles d'être compétents pour pouvoir venir vous aider, plutôt que de prendre les pages jaunes et puis de chercher quelqu'un qui serait susceptible de vous assister. Il y a très peu de communication qui est faite sur ce site, me semble-t-il. Hein. Écoutez, et de l'avis de nos auditeurs. Donc, on en fait, effectivement. On est encore... Alors, on est un jeune dispositif. Hein, on est à peine 4 ans, donc on est en pleine montée, en pleine montée en puissance. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, sur notre plateforme, c'était 1 200 000 visiteurs. Cette année, on est à 2 500 000. Donc, on voit que ça double. Donc, notre notoriété se développe. D'information. On a fait des campagnes. On en a fait une en 2020, je dirais, sur les chaînes du groupe France Télévisions, du groupe TF1 et du groupe Canal+. On a fait des spots de sensibilisation, etc. Mais on est conscient qu'il faut qu'on continue à développer notre notoriété, parce que pour pouvoir aider les gens, il faut qu'ils nous connaissent. Voilà. Oui, puis je voulais dire à nos auditeurs de faire attention. En ce moment, il y a une escroquerie à la carte SIM. C'est Orange qui vous appelle pour avoir votre code de carte SIM et autres. Et en fait, ils en créent un double et ça leur permet, vous savez, quand vous achetez sur la SNCF des billets, vous recevez un SMS pour le confirmer. Et ben, ça arrive sur leur téléphone à eux. Donc, ils peuvent faire des commandes et vous prendre de l'argent en utilisant un double, c'est ça, hein, un double de carte SIM. Et ça, c'est très en vogue en ce moment. Donc, si Orange ou Free ou Bouygues vous appellent pour changer votre carte SIM, surtout ne répondez pas. Alors, rappelez au numéro habituel, c'était le conseil que je donnais tout à l'heure. Rappelez, ne considérez pas, mais rappelez votre opérateur, son service client, en disant voilà, je viens de recevoir cet appel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qu'on appelle authentifier l'appel ou authentifier le message. Vous recevez un message des impôts, ça vous semble louche. Et ben, vous appelez les impôts, vous les contactez, vous leur dites j'ai reçu ça. Est-ce que c'est normal? Et puis, il faut savoir que si vous avez un remboursement des impôts, on va pas vous demander votre numéro de carte bleue, ça sera directement viré sur votre compte. Voilà. Et puis, si vous avez un remboursement, il sera dans votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Oui, dernière question, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à les attraper? Là, il y a de la c'est de la prévention, de l'aide, de l'assistance, mais est-ce qu'il y a une police du dark net? Il y a un certain nombre de services de police qui sont consacrés effectivement à ce genre de délit. En fait, vous avez l'Office central de la police nationale et de la gendarmerie. Vous avez la gendarmerie qui monte beaucoup en puissance sur ces sujets-là depuis maintenant un peu plus d'1 an. Vous avez également la préfecture de police. Donc il y a des enquêteurs spécialisés, etc. Et il y a des têtes qui tombent. Il ne faut pas croire qu'effectivement ça ne tombe pas. Maintenant, on parle plus souvent effectivement de ceux qui sont en bout de chaîne, de ces attaques, etc. Non, alors pas forcément, parce que justement, ce qui intéresse
effectivement les services d'enquête. C'est pas tant le petit cyberdélinquant qui va aller voler un numéro de carte bleue. On arrive à taper des têtes quelque part. Bon, vous avez eu il y a 2 ans une vague d'attaques de phishing. Je sais pas, tout le monde a reçu ça un peu. Ça a été envoyé à des dizaines de millions de personnes où vous receviez un mail en vous disant j'ai piraté votre ordinateur, je vous ai filmé avec votre webcam pendant que vous étiez sur des sites porno, et maintenant il faut payer une rançon, sinon je vais diffuser ça à tout le monde. Bon, il y a quand même eu effectivement 2 Français qui vivaient à l'étranger, parce que c'était des messages en français, qui ont été arrêtés et qui sont aujourd'hui en prison. Donc, et c'était les concepteurs, c'était pas les utilisateurs, c'est les concepteurs. Les concepteurs. Donc voilà, donc vigilance, ultra vigilance, et puis ce site cybermalveillance.gouv.fr où vous trouverez des dossiers complets sur les arnaques les plus en vogue. Et puis soyez vigilants, c'est le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Mais c'est vrai que le message, le SMS, vous avez un colis en attente. Au moment des fêtes, vous êtes tenté, puis d'un seul coup, vous réalisez que parce que c'est vrai que le truc des adresses, c'est quand même de vérifier que l'adresse correspond à quelque chose. C'est vraiment très bien fait, ces messages de colis. Et en fait, quand vous y réfléchissez 2 secondes, vous dites, mais que j'ai envoyé un colis ou que j'en attends un, finalement, le message, il marche. Parce qu'on va vous dire, votre colis n'a pas pu être délivré, il y a un affranchissement en attente ou des frais de douane à payer. Donc, en fait, ça marche dans les 2 cas. Donc, on vous dit tout à l'heure, mais j'attends pas de colis. Mais parfois, vous le savez pas. Pendant le confinement, vous aviez votre grand-mère qui vous envoyait un pot de confiture et une écharpe qu'elle avait tricoté, vous saviez pas, vous dites j'ai peut-être quelque chose, vous avez tendance à cliquer. Et ce que l'on a vu apparaître depuis effectivement le début de la crise sanitaire, c'est une démultiplication des phishing par SMS. Alors pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intrusif, les gens ils ont confiance dans leur téléphone, ils se rendent pas compte qu'ils sont sur Internet. Et là, ils perdent tous les mots de passe, c'est ça? Pas forcément toujours. Bon. Mais il faut conclure, mais il y a un auditeur qui nous dit ce serait intéressant de faire une chronique chaque mois avec ce monsieur pour suivre les fraudes et prévenir. Écoutez, ça serait avec grand plaisir. Écoutez, on vous réinvite le mois prochain, on fera le point alors avec vous sur les différentes arnaques. On a plein de questions encore à vous poser. Merci à vous, merci beaucoup Jean-Jacques Latour. Donc je rappelle le site cybermalveillance.gouv.fr, cyber c'est avec un Y. Allez-y, et c'est très complet. Et merci à vous. Et au mois prochain. Alors on vous prend au mot. Merci beaucoup. Merci Valérie Expert. Merci, au revoir.